Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le formalisme des flèches courbes et la notion de mécanisme réactionnel. Alors, nous allons avoir besoin de parler déjà de ce qu'est l'électronégativité afin de pouvoir définir ce qu'est la polarité d'une liaison. Alors, on va déjà poser la définition, mais vous la connaissez déjà. L'électronégativité, que l'on notera avec la lettre grecque chi, est une grandeur qui va en fait traduire l'aptitude d'un atome à attirer à lui les électrons qui le relient à un autre atome, les électrons de la liaison covalente. Donc, vous savez qu'il y a une liaison covalente qui s'établit entre deux atomes pour les relier. Ces électrons vont pouvoir être attirés plus ou moins fortement par les deux atomes de la liaison. Eh bien, il y en a un qui va, et donc leur capacité à attirer à eux les électrons, c'est ce que l'on nomme l'électronégativité. Du coup, ici, on a des exemples de valeurs d'électronégativité dans l'échelle de Pauling. Il existe plusieurs échelles d'électronégativité, et de manière générale, on constatera toujours que l'électronégativité augmente lorsqu'on se déplace de gauche à droite sur une ligne et lorsque l'on monte de bas en haut dans une colonne. Autrement dit, on trouvera toujours les éléments les plus électronégatifs, donc ceux qui attirent le plus à eux les électrons, en haut, à droite de la classification périodique. C'est le cas par exemple du fluor, qui est l'atome le plus électronégatif, de l'oxygène, qui est très électronégatif, et aussi par exemple de l'azote, qui est très électronégatif lui aussi. Si jamais on a une liaison qui relie deux atomes qui vont avoir des électronégativités différentes, la liaison covalente, je vous rappelle que ce sont deux électrons. Et dans ce cas-là, comme un des deux atomes va attirer plus les électrons que l'autre, la liaison va plus être attirée du côté de celui de l'atome qui a la plus grande électronégativité. Et dans ce cas, on dira que la liaison est polarisée. On va voir pourquoi. On considérera qu'une liaison est polarisée seulement s'il y a réellement une différence d'électronégativité entre les deux atomes. C'est-à-dire qu'il faut au moins 0,4 d'écart en électronégativité entre les deux atomes. La conséquence que cela va avoir, et la raison pour laquelle la liaison est polarisée, c'est que l'atome le plus électronégatif attire plus fortement les électrons à lui. Autrement dit, c'est comme s'il prenait sur lui en partie le doublet d'électrons, la liaison covalente, et du coup, il va avoir un peu trop d'électrons, ce qui explique qu'il sera chargé partiellement négativement. C'est ce qui est écrit ici, et on écrira juste à côté de l'atome delta moins, ce qui signifie en fait que l'on a une charge partielle négative. L'autre atome, bien sûr, se sera fait piquer, si vous voulez, en quelque sorte, les électrons de la liaison covalente par l'autre atome. Autrement dit, il aura perdu des électrons qui se seront éloignés de lui, et il va lui manquer des atomes, des électrons, pardon, et donc il aura une charge partielle positive que l'on notera delta plus. Alors voici des exemples. Si on regarde bien sûr la liaison hydrogène-hydrogène, il n'y a pas de différence entre l'électronégativité entre les deux atomes et inévitablement la liaison n'est pas polaire, on dira apolaire. B, entre le bore et l'hydrogène, la différence d'électronégativité, puisque les deux électronégativités sont très proches, comme on peut le voir dans le tableau en haut, eh bien, comme il y a une très faible différence d'électronégativité, on considérera aussi que c'est apolaire. Je vous rappelle que jusqu'à une différence d'électronégativité de 0,4, on considère que la liaison n'est pas polarisée. C'est donc aussi le cas des liaisons carbone-hydrogène, pour lesquelles on a seulement 0,35 de différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène. Les liaisons carbone-hydrogène ne sont pas polarisées, et c'est pour ça qu'elles interviennent peu en chimie, même si elles sont très nombreuses. Les liaisons carbone-oxygène, alors là par contre entre le carbone 2,55 et l'oxygène 3,44, on a un écart de 0,89 en électronégativité. L'atome des deux qui a la plus forte électronégativité, c'est l'oxygène. C'est donc lui qui tire les électrons à lui plus fortement que le carbone, ce qui signifie que l'oxygène va lui être chargé, regardez bien à la fin, partiellement négativement. C'est pour cela qu'on lui applique un delta moins, pour signifier qu'il a une charge partielle négative.
Et le carbone, qui s'est fait piquer les électrons par l'oxygène qui est plus électronégatif que lui, va lui être chargé delta plus. On peut faire le même exemple avec la liaison oxygène-hydrogène. Si on regarde oxygène et hydrogène, eh bien, il y a un grand écart d'électronégativité, hein, donc une liaison très polarisée, 1,24 en écart. Et l'atome qui a l'électronégativité la plus grande, c'est l'oxygène. Autrement dit, ce sera l'oxygène qui sera chargé, là encore, négativement, et l'hydrogène chargé positivement. De manière générale, les atomes d'oxygène et de fluor seront presque toujours chargés négativement, partiellement, delta-, puisque ce sont des atomes qui ont la plus forte électronégativité dans la classification périodique. Maintenant, on va pouvoir parler de sites nucléophiles et électrophiles. Alors, ce ne sont que des définitions, c'est-à-dire que, on vient de le voir, dans la liaison, eh bien, il va y avoir des parties qui seront chargées positivement et des parties de la molécule qui vont être chargées négativement. Et donc, on va avoir deux types de sites. Les sites nucléophiles, qui seront des endroits riches en électrons. Et quand on a beaucoup d'électrons, donc on est souvent chargé négativement ou delta- partiellement négativement. Et si on est riche en électrons, eh bien, on va avoir tendance à pouvoir donner des électrons. Alors qu'il va y avoir des endroits, si vous voulez, dans la molécule, comme par exemple les endroits chargés delta+, hein, donc des endroits chargés partiellement positivement, qui eux ont déjà perdu des électrons et qui ne vont pas du tout avoir tendance à en donner, mais bien au contraire plutôt à accepter des électrons. Et ça, ce sera selon ce qu'on appelle les sites électrophiles. Donc ces deux mots, donc, en gros, les sites nucléophiles qui auront tendance à donner des électrons et qui seront chargés en général négativement, et les sites électrophiles qui, eux, seront pauvres en électrons, mais qui auront tendance à accepter des électrons. On va regarder des exemples. Comment localiser finalement un site nucléophile, c'est-à-dire un site qui a un excédent d'électrons, qui a beaucoup d'électrons. Alors, soit eh bien, on a un atome qui porte une charge négative, auquel cas on repère directement ici que l'oxygène est un site nucléophile, puisqu'il est chargé négativement, il a beaucoup d'électrons et il aura donc tendance à en donner. Sur un atome, deuxième cas, donc hein, c'est un atome qui serait porteur d'un doublet non liant. Quand on a des doublets non liants, comme l'oxygène ici, hein, il n'y a pas de charge négative dans la molécule d'eau, mais l'oxygène a des doublets non liants, et ces doublets non liants vont pouvoir, pourquoi pas, être donnés. Ils sont disponibles, ils ne sont pas utilisés. Un troisième cas possible, eh bien, c'est lorsque l'on a un atome porteur d'une charge négative dans une liaison polarisée. Donc, on peut tout avoir un site nucléophile à un endroit qui serait chargé eh bien, partiellement négativement, hein, ça revient à peu près au même que le premier cas, et en étant chargé delta-, le site, cela signifie qu'on a un peu trop d'électrons, et bien évidemment que l'on ne peut donc en donner. Dernier cas possible, eh bien, c'est lorsque l'on a une double liaison ou une triple liaison entre deux atomes. Eh bien, lorsqu'on a une double liaison, cela constitue un site nucléophile puisque on peut tout à fait donner une des deux liaisons, il en restera toujours une, et donc on peut donner la deuxième, c'est-à-dire donner des électrons, pour réaliser une réaction. Deuxième type de site que vous devez savoir localiser, eh bien, ce sont les sites électrophiles. Les sites électrophiles, eh bien, c'est tout l'inverse. On a dit que ce sont des sites pauvres en électrons qui vont avoir tendance à en accepter. Et bien évidemment, un site pauvre en électrons, et qui sera content de recevoir des électrons, est chargé positivement. Du coup, bien évidemment, les atomes qui seront porteurs d'une charge partielle positive delta+, dans une molécule polarisée, eh bien, seront des sites électrophiles. Ici, par exemple, sur l'exemple, hein, dans le méthanal, eh bien, le carbone, en étant relié à l'oxygène, est forcément chargé delta+, puisqu'il est moins électronégatif que l'oxygène. Et ce faisant, il est donc un site électrophile. Il aura tendance à accepter des électrons. Sur un atome, deuxième cas, c'est un atome porteur d'une charge positive. Si vous avez un atome qui porte une charge positive, évidemment, il a
un manque d'électrons à cet endroit-là, et bien évidemment, il aura tendance à en accepter. C'est un site électrophile. La réactivité générale, c'est de manière générale en fait, eh bien, c'est que les réactions en chimie vont se faire sous la forme d'un transfert d'électrons, et le transfert d'électrons se fait toujours du site qui a trop d'électrons, c'est-à-dire le site nucléophile, vers le site à qui il manque des électrons, le site électrophile. Et nous allons voir que finalement les réactions se passent en fait et se déroulent en plusieurs étapes. C'est ce qui nous amène à la notion de formalisme réactionnel, de mécanisme réactionnel. L'idée étant la suivante, eh bien donc les réactions se déroulent en plusieurs étapes et le mécanisme qui modélise une réaction chimique, eh bien en fait c'est la série d'étapes successives qui vont avoir lieu pour transformer petit à petit les réactifs en produits. C'est finalement le détail des étapes qui se passent entre les réactifs et les produits. Ce faisant, bien évidemment, on va voir apparaître des molécules intermédiaires par lesquelles on va passer transitoirement pour aller des réactifs aux produits, mais qui ne sont ni les réactifs de départ, ni les produits d'arrivée. Ce sera ce qu'on appelle des intermédiaires réactionnels. Du coup, finalement, c'est bien cela. Chaque étape du mécanisme va nous expliquer comment, finalement, les liaisons se forment et se rompent petit à petit pour passer des réactifs aux produits. Alors, prenons tout de suite un exemple, ce sera plus parlant. Voici un exemple de réaction en 3 étapes. Donc, on part des réactifs qui sont dessinés tout en haut. Là, on fait une première étape. Cela nous donne 2 produits. Des produits qui sont réutilisés pour une deuxième étape, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on obtienne les produits finaux de la réaction. Alors, on va chercher à identifier dans ce mécanisme quels sont les réactifs et quels sont les produits réels de la réaction. Alors, si je le regarde bien, à gauche et à droite, eh bien, je peux constater ici que l'on a la molécule de, cyanure, Cn-, ici, qui est le produit de la première étape et qui est consommé dans la deuxième étape. Autrement dit, l'ion cyanure, ici, n'est qu'un intermédiaire de la réaction. On le fabrique, puis on le détruit. Fabrique dans l'étape A, détruit dans l'étape B. C'est donc bien un intermédiaire de réaction. Ensuite, si je fais de la même façon, je me rends compte que cette molécule, qui est ici rayée en bleu, est formée par l'étape B, puis détruite par l'étape C. Donc ce n'est qu'un intermédiaire, ce n'est ni le départ, ni la fin de la réaction. C'est seulement une molécule transitoire, un intermédiaire réactionnel. Je peux continuer et voir aussi que la molécule d'eau est formée dans l'étape A et détruite dans l'étape C, c'est donc elle aussi un intermédiaire de la réaction et non pas un réactif ou un produit. Enfin, je me rends compte que l'ion H- est détruit dans la première réaction et reformé dans la dernière. Inévitablement, cela signifie là encore que c'est un intermédiaire réactionnel. Les molécules qu'il nous reste, eh bien, je vois que ces molécules-là sont uniquement consommées au cours des différentes étapes. Si elles sont consommées seulement et non pas produites par la réaction, si elles sont consommées par la réaction, ce sera donc les réactifs de la réaction. Enfin, je remarque que la molécule tout en bas, encadrée en violet, elle n'est jamais consommée par la réaction, elle est uniquement produite au cours des différentes étapes. Elle est produite ici par la dernière étape. Ce sera donc le produit de la réaction. Donc toutes les molécules qu'on a rayées sont finalement des intermédiaires de la réaction, des molécules par lesquelles on passe petit à petit pour aller des réactifs aux produits. Elles sont d'abord fabriquées par la réaction, puis ensuite détruites par cette même réaction. Les molécules en orange sont-elles les réactifs et la molécule en violet, c'est le produit. Donc finalement, on peut écrire l'équation bilan suivante où les réactifs réagissent pour donner le produit de la réaction. Alors maintenant que l'on a compris ce qu'est un mécanisme de réaction, donc c'est l'ensemble des étapes
qui permettent de transformer les réactifs en produits, eh bien nous allons nous intéresser dans chaque étape exactement à trouver eh bien, comment les électrons vont se déplacer, comment les liaisons vont se créer et se détruire, de sorte que l'on puisse passer petit à petit des réactifs aux produits. Et ça, eh bien, pour cela, nous allons utiliser le mécanisme des flèches courbes qui va nous permettre de décrire, au moyen de flèches, eh bien, le déplacement d'un ou de plusieurs doublés d'électrons. Alors, le déplacement des électrons sera représenté sur le mécanisme par des flèches. Attention, on ne trace des flèches que du côté des réactifs, et les flèches vont nous indiquer le déplacement des doublés d'électrons. La flèche devra donc toujours partir d'un doublé d'électrons, c'est-à-dire d'un site nucléophile qui possède un peu trop d'électrons, et elle va donc pointer vers le site électrophile qui lui va recevoir les électrons. Je vous rappelle que le site nucléophile est celui qui a beaucoup d'électrons et qui peut donc en donner, et le site électrophile est celui à qui il manque des électrons et qui aura donc tendance à en recevoir. Alors, vous avez deux petites choses que vous pouvez coller, hein. Alors, ce sont les deux morceaux suivants. Il y aura deux possibilités. Eh bien, soit lorsque l'on veut dessiner la formation d'une liaison covalente, eh bien, il y a un doublé d'électrons qui va se déplacer du site nucléophile. Ici, donc, le site nucléophile est chargé négativement, hein, donc on sait que c'est un site nucléophile. Autrement dit, un des doublés d'électrons ici va servir finalement à venir relier l'atome d'oxygène à l'atome électrophile, pardon, le carbone ici, qui lui est chargé positivement. La flèche va donc de façon logique de l'endroit où il y avait un signe moins, chargé négativement, qui est un site nucléophile, vers le site électrophile chargé positivement. Et si l'on regarde ce qui s'est passé, eh bien, grâce à ce doublé qui est ici en rouge, finalement, on a relié l'oxygène au carbone. Autrement dit, avant, il y avait sur l'oxygène 3 doublés non liants, il n'y a maintenant plus que 2 doublés non liants, et un doublé qui sert à relier vers le carbone qui était dessiné juste avant. On a donc formé la liaison en rouge. Autre possibilité, eh bien, on peut avoir la rupture de certaines liaisons, d'une liaison covalente. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir une flèche courbe qui va relier la liaison qui se rompt et qui va nous donner, pointer vers l'atome le plus électronégatif, qui est celui qui va recevoir finalement le doublé de la liaison. Ici, on a donc finalement l'exemple où le brome qui est relié au carbone est l'atome le plus électronégatif. C'est lui qui, lorsque la liaison va se rompre, va récupérer les deux électrons qui sont ici dessinés en bleu, les deux électrons de la liaison. Et donc on obtient comme ça, on a bien expliqué par la flèche ce qu'il se passe pour transformer les réactifs en produits, en rompant la liaison. On va faire l'exemple tout de suite sur le cas du mécanisme de la saponification. Donc vous allez devoir le coller. Vous avez les molécules qui sont déjà dessinées et on cherche simplement à tracer des flèches courbes qui permettent d'expliquer comment on passe des réactifs à gauche au produit qui est à droite. Alors ici, si l'on regarde, on va déjà commencer par chercher les atomes qui sont les plus électronégatifs, ce sont les atomes d'oxygène. Autrement dit, ce sont eux qui sont chargés partiellement négativement, hein, qui sont chargés delta-, tandis que les atomes qui sont reliés à eux, ici l'hydrogène ou encore le carbone, sont chargés positivement. En réalité, il est très facile sur cette réaction de trouver le site nucléophile, puisqu'il est chargé négativement. Vous voyez la charge moins, juste ici, qui nous indique qu'on a un site chargé négativement, qui va donc pouvoir donner des électrons, c'est le site nucléophile. Il nous faut donc un site
électrophiles, et on sait que les sites électrophiles seront chargés positivement. Donc ici, c'est ce site électrophile qui est le bon site électrophile, puisqu'il fait partie de l'autre molécule. Le site électrophile, c'est celui qui va accepter des électrons et est chargé positivement. Donc c'est ici le carbone. Finalement, eh bien, il va nous suffire pour retrouver ce qui s'est passé, eh bien, de tracer une flèche qui part d'un doublet du site nucléophile et qui va vers le site électrophile. Alors, regardons tout de suite. Voilà ce qu'il se passe. Donc, on a une flèche maintenant qui relie l'atome d'oxygène, un doublet de l'atome d'oxygène, qui était le site nucléophile, et qui pointe vers le site électrophile, le carbone. Dernière petite chose, en effet, il faut repérer que il s'est passé autre chose. On a bien relié le carbone à l'oxygène, c'est vrai. Si vous regardez à la fin, on a bien relié le OH au carbone. Donc c'est bien les deux parties de molécules qui ont été accrochées. Toutefois, il faut aussi remarquer eh bien, que la double liaison, ici, carbone-oxygène, s'est transformée en une liaison simple, ce qui signifie qu'un des doublés de la liaison s'est déplacé. Où est-il allé? Il est allé sur l'oxygène. En effet, si je regarde, l'oxygène avait deux doublés non liants, il en a maintenant trois. Il a donc récupéré un des doublés de la liaison. Et c'est pourquoi il est chargé désormais négativement. Donc ces deux flèches permettent bien d'expliquer comment on déplace les doublés d'électrons pour passer des réactifs au produit. Même chose sur l'étape suivante. Alors on peut faire apparaître les charges partielles négatives, mais on n'a pas réellement besoin. Pourquoi? Parce que tout simplement on a un site nucléophile évident, puisqu'on a un atome qui est chargé négativement. Cet atome chargé négativement va donc pouvoir donner des électrons, et c'est pourquoi on va pouvoir tracer une flèche qui part d'un des doublés ici du site nucléophile, donc de l'oxygène. Ce doublet va être donné où? Eh bien tout simplement, si on regarde, il va être donné ici, juste à côté, pour former une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Mais ce faisant, il faut bien remarquer que, donc certes, la double liaison va apparaître, mais il faut aussi remarquer que la liaison avec oxygène et R' a, elle, été rompue, elle a été cassée au niveau du carbone. Ce qui signifie qu'il va falloir bouger finalement eh bien, cette liaison aussi. Donc première chose, on l'a déjà dit, un des doublés non liants de l'oxygène va être donné pour rendre la liaison double, donc il faut expliquer au moyen d'une flèche que ce doublé va se retrouver entre le carbone et l'oxygène. Puis, il faut noter que finalement, la liaison entre le carbone et l'oxygène qui relie à OR' va être rompue et que cette liaison sera donnée à qui? Eh bien, elle sera donnée à l'oxygène, puisqu'on voit ici, en vert, que l'oxygène, qui avait deux doublés non liants en vert, se retrouve avec trois doublés non liants en vert pour l'oxygène relié à R'. Dernière étape, vous pouvez essayer de la faire en réfléchissant, et voici la correction. Eh bien, on peut faire apparaître les charges partielles, mais il est évident ici que l'on avait un site nucléophile ici, puisque l'on a R' qui est donc chargé négativement, donc un site nucléophile. Le site nucléophile va lui aller attaquer un site électrophile. Le site électrophile, ici, il y avait deux possibilités, hein. On voyait le carbone qui était chargé positivement et on voyait l'hydrogène qui était chargé positivement. Le site électrophile où il y a réellement une modification, c'est au niveau de l'hydrogène. En effet, si on regarde les réactifs, on voit que dans le produit, il n'y a plus l'hydrogène qui est accroché ici à RCOO. Autrement dit, cela veut dire que c'est ce site électrophile qui a été mis en jeu dans la réaction, et on peut donc tracer les flèches suivantes, pardon. Un des doublés non liants de l'oxygène relié à R', puisqu'il en avait trois au départ, a été utilisé pour créer une liaison avec l'atome d'hydrogène, puisque maintenant on a deux doublés non liants et une liaison qui relie à l'atome d'hydrogène. Et par contre, la liaison ici dans RCOOH, la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène a, elle, été rompue, et elle a été donnée à l'oxygène, puisqu'il avait deux doublés non liants, et que maintenant il en a trois, ce qui se dessine de la façon suivante.
avec une flèche courbe. Alors j'espère que vous avez à peu près compris comment tracer des flèches courbes.